Bonjour le Bénin, bonjour à toutes et à tous. C'est toujours un immense bonheur, plaisir de partager ces instants de télévision en votre compagnie. Nous sommes aujourd'hui lundi 26 mai 2025 et au cœur des réflexions ce lundi matin, un fléau qui traverse le temps et qui sape la créativité et l'économie culturelle. Il s'agit de la piraterie des œuvres culturelles. Écrivains, musiciens, artistes plasticiens, bref, tous sont confrontés à ce phénomène qui, malgré les efforts, continue de sévir. Mais l'espoir renaît. Le gouvernement vient d'afficher une volonté manifeste de lutter contre le phénomène avec l'installation d'une commission nationale dédiée à la protection des droits d'auteur. Une avancée majeure qui promet de redéfinir la lutte contre la piraterie, qu'elle soit physique ou numérique. Comment cette nouvelle instance compte-t-elle s'y prendre? Quelles sont les stratégies qui seront déployées pour enfin garantir aux créateurs la pleine jouissance de leurs droits? Et comment les technologies modernes comme les empreintes numériques et l'intelligence artificielle peuvent-elles devenir nos meilleures armes dans ce combat de longue haleine? Nous allons écouter les acteurs eux-mêmes, les premiers concernés sur la question. Dans tout son parcours de footballeur professionnel, ce n'était pas le plus expansif des joueurs, bien que capitaine des Guépards une dizaine d'années durant. Son talent à lui, il préfère l'exprimer sur le terrain. À date, il reste le meilleur buteur de l'équipe nationale du Bénin et sans doute l'un des plus grands, si ce n'est le plus grand de l'histoire du foot béninois. Aujourd'hui, loin de la sélection nationale, Stéphane Sessegnon a accepté de s'ouvrir à nous dans un entretien exclusif, sans filtre, avec spontanéité et sincérité. À suivre ses confidences dans cette émission. Un appel à la paix, à des actions concrètes qui garantissent des élections libres, inclusives, transparentes et apaisées dans le respect des droits, des libertés fondamentales. C'est l'essentiel du message des évêques à l'issue de leur 75e session plénière. Nous serons avec le père Arnaud-Éric Aguenounon pour en parler. L'actualité hors de nos frontières sera aussi convoquée dans cette émission au Sénégal. 5 anciens ministres soupçonnés de détournement et de corruption seront bientôt jugés par la Haute Cour de justice, une procédure plutôt rare dans le pays. L'opposition dénonce une chasse aux sorcières. Plus loin, en République démocratique du Congo, c'est l'ancien président de la République, Joseph Kabila, qui s'est vu déchoir son immunité. Il fera peut-être lui aussi face à la justice très bientôt, sait-on jamais. On l'évoque. Bonjour le Bénin, tout de suite et maintenant le premier grand format de l'actualité, sinon le premier rendez-vous de l'information sur Bénin TV, c'est tout de suite et maintenant avec Génial Afouda Mossi Avocat. Eman, bonjour. Bonjour, Génial. Alors, on va y aller avec le bulletin de ce matin. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous préférer pour vous informer ce lundi. Alors, hier dimanche, les maires étaient à l'honneur et pour célébrer cette journée, eh bien, quelques habitants de la ville de Cotonou leur ont rendu hommage. Ils partagent avec nous leur compréhension du mot maire. C'était au micro de Heureuse Danondé et Edmond Rumbo. Ma mère a 11 enfants. Donc c'est une femme merveilleuse. Aujourd'hui, elle ne vit plus. Elle me manque énormément. Donc je prie Dieu de lui donner un repos éternel. Parce qu'elle en a fait beaucoup pour nous, ses enfants. Un heureux jour pour moi. Je me rappelle de ma feu mère, Noélie, paix à son âme. Vraiment, elle a été tout pour moi. Ma maman, elle m'est chère. Elle me sera toujours chère. Il faut que Dieu leur accorde beaucoup de vie, beaucoup de bonheur. Elles ont une responsabilité totale au foyer. Il faut que Dieu les assiste. Toutes les femmes sont des magiciennes. Non seulement elles donnent de la force physique, elles donnent de la force mentale, elles donnent de la force spirituelle. Et il n'y a souvent personne pour prendre soin d'elles. Force à tous les moments. La femme à qui je dois mes premiers sentiments, c'est bien sûr maman chérie. C'est elle qui a connu des souffrances pénibles à cause de moi. Je t'aime, maman. Et parlant toujours de la fête des mères, eh bien, le groupe Séguin leur a lui aussi rendu un vibrant hommage. C'est à travers le festival Non Aisant. Ce dimanche, une marche de cœur a été organisée pour célébrer ces femmes piliers de la famille et véritable source d'inspiration. Françoise Insoué, Amandine Aniamboussou.
Une marche du cœur pour honorer les mamans. L'initiative entre dans le cadre du Festival international Hommage à nos mamans Noézan. Du carrefour Fidjro-Plage à l'esplanade de l'Amazone, la marche du cœur Gbediga a retenu l'attention dans une ambiance festive et chaleureuse avec quelques mouvements de gymnastique pour une mise en forme physique. Bon nombre de mamans sont tout le temps à la maison. Elles n'ont pas le temps de sortir pour faire du sport. Donc on a voulu insérer cette activité sportive pour leur permettre de marcher, également pour leur donner des conseils sur leur alimentation et comment se maintenir en pleine forme. Quand vous avez de la volonté pour faire du sport et que vous n'avez pas quelqu'un à côté pour vous motiver, c'est compliqué. Alors nous marchons pour nos mamans, nous marchons également pour leur amour. Au-delà des divers cadeaux offerts en ce jour d'hommage aux mamans, la marche du cœur Gbediga a permis de célébrer les mamans autrement, loin de la routine. Je n'ai jamais fait ça, c'est pour la première fois, mais maintenant chaque fois, je vais faire ça chaque fois. Comme c'est Noézan qui m'a appris ça, je vais faire ça chaque fois, au moins tous les samedis. La marche du cœur Gbediga, ça veut dire longévité. Nous voulons tous avoir une longue vie pour rester auprès de nos enfants. Et cette marche est la bienvenue parce qu'elle nous permet de nous requinquer, de prendre de l'énergie, de prendre de force. Une fête à toutes les mamans. Elles sont de belles personnes. Elles ont comme un message divin de perpétuer la nature. Mais toute femme est une mère que la nature a mise dans le monde. Donc, faire l'hommage aux femmes, faire l'hommage aux mères, c'est une très bonne initiative que nous saluons au ministère du Travail et de la Fonction publique à travers notre ministre. Bien plus qu'une simple activité sportive, la marche du cœur est l'expression de l'amour inconditionnel porté aux mamans. On change de registre. La Fondation Malais Rosso accompagne l'action du gouvernement pour une parfaite réussite du pèlerinage à la Mecque. Une délégation s'est rendue sur les lieux pour aider à la restauration des candidats avec à la clé une invitation à prier pour la paix lors des élections et contre le terrorisme. Je viens d'accueillir une délégation de la Fondation Malais Rosso avec sa générosité encore une fois apporter des repas chauds aux pèlerins qui vont passer la nuit sur le site. Ils ont commencé depuis le début des vols. Ils sont en train et ils ont promis de traiter tous les vols du premier jusqu'à la fin. Je leur souhaite la santé, surtout son président qui se bat chaque fois et toutes les fois pour que le bien-être soit généralisé. Nous profitons aussi pour remercier l'ONG Direct Aid qui nous a donné des vivres pour qu'on puisse préparer aux candidats au pèlerinage qui sont sur le site. Nous remercions le gouvernement et son chef, le président Patrice Talon, parce que ce que je suis venu voir, la place est bien entretenue, bien propre. Et nous prions Dieu que ça s'améliore chaque fois et toutes les fois. Et que Dieu lui donne le courage et la chance d'aller trouver le bien-être du peuple bénin partout. Et que Dieu l'accompagne. Nous avons demandé aux pèlerins d'abord d'aller, c'est le pèlerinage qui les occupe. Ils sont partis pour demander pardon à Dieu. Ils n'ont qu'à prier pour le pays. Ils n'ont qu'à prier pour le chef de l'État. Que Dieu aide le chef de l'État à organiser les élections de 2026 dans la paix, dans l'amour, dans la fraternité, dans une fête totale. Il faut que la classe politique tout entière, nous l'accompagnons avec de bons mots. La sécurité, ce n'est pas seulement pour le chef de l'État, ni son gouvernement, ni les pèlerins, c'est pour tout le peuple béninois. Et l'enjeu, c'est le Bénin. Et nous devons supporter nos militaires, nos soldats, nos policiers, qui chaque fois, toutes les nuits, toute la journée, s'occupent, que Dieu leur donne la santé et leur donne le courage et que là où ils s'en vont, c'est la victoire.
En 2026, il y aura des élections. Demandez à la Subhanahu wa Ta'ala que les élections là se fassent dans les meilleures conditions. Deuxièmement, nos frères qui sont au nord là, ils ne dorment plus à cause des terroristes. Arrivez là-bas, demandez à Dieu ce que ceux-là ne pensent plus à pénétrer sur notre territoire. Après l'appui décisif du chef de l'État à la relance des travaux de la mosquée centrale de Parakou, le ministre conseiller Rachidi Gbadamassi s'est rendu sur le chantier pour constater l'évolution des travaux. Occasion pour lui de saluer l'engagement exemplaire des jeunes mobilisés qui donnent de leur temps avec dévouement sans rien attendre en retour. Alexis Sassoba et Enoch Ompati. Pelle en main, le ministre conseiller Rachidi Gbadamassi charge une brouette de sable sur le chantier de la mosquée centrale de Parakou. Un geste fort qui témoigne de son soutien concret aux jeunes bénévoles de la communauté musulmane engagée dans la reprise des travaux. Si on devait payer la main d'œuvre, vous voyez ce qu'on allait payer, mais ces jeunes-là se sont donnés volontairement pour nous assister. C'est Dieu Tout-Puissant qui va vous récompenser. Et la meilleure récompense, c'est Al-Ghana Fidas que Dieu va vous donner. Donc, c'est pour ça que moi, je suis venu. Et je profite de l'occasion pour demander aux Paraquoises et aux Paraquois, à tout le monde, de contribuer. Avec enthousiasme et dans un esprit d'unité, toute la communauté musulmane de Parakou salue l'élan impulsé par le président Patrice Talon, reconnu comme le principal artisan de la relance de ce haut lieu de culte longtemps resté à l'arrêt. Nous remercions tout le monde. Tous ceux qui ont participé, que ce soit en eau, que ce soit en nourriture, tous les dons que chacun fait, que Dieu puisse les récompenser. Et nous remercions également notre grand patron, le président Talon, tout le gouvernement entier. Nous avons vu ce qu'ils ont pu faire pour nous. Et nous n'allons pas cesser à continuer à les remercier. Sur le terrain, les travaux avancent à un rythme soutenu. L'imam central, responsable du chantier, exprime sa profonde gratitude à l'endroit du chef de l'État et du ministre conseiller, saluant un engagement sincère au service de la foi et du bien commun. Je bénis le comité qui œuvre avec dévouement, le ministre conseiller Rachidi Gbadamassi et le chef de l'État pour leur soutien financier essentiel à la relance des travaux de notre mosquée. Je remercie aussi toutes les bonnes volontés, surtout celles qui s'engagent sans rien attendre en retour. Mais pour que cette dynamique se poursuive sans interruption, un appel est lancé à toutes les bonnes volontés. On ne peut pas finir ce projet sans l'appui personnel, sans l'adresse personnelle du président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. On a besoin presque encore plus de 900 millions de francs CFA pour finir cette mosquée-là. Je demande humblement au président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, de ne pas être fatigué, de continuer par nous aider. Je demande également à nos partenaires nigériens de contribuer, aux sponsors de contribuer. Fruit de la vision du président Patrice Talon, la reconstruction de la mosquée centrale de Parakou avance grâce à l'impulsion active du ministre conseiller Rachidi Gbadamassi. Une dynamique qui illustre le lien fort entre volonté politique et engagement de terrain. Pour améliorer la fourniture d'électricité et mettre fin aux coupures, le gouvernement a lancé la contractualisation du schéma directeur des postes sources haute et moyenne tension au Bénin à l'horizon 2040. Ce plan stratégique vise à moderniser et renforcer le réseau électrique national afin d'assurer une distribution plus fiable et durable à tous les Béninois. Des précisions dans ce élément explicatif. Elle garantit le bon fonctionnement de nos éclairages et autres appareils électroménagers. Sans elle, beaucoup d'unités de production tourneraient au ralenti. Cette énergie électrique produite par la conversion d'autres formes d'énergie telles que l'énergie mécanique, thermique ou chimique vient à manquer par un mauvais dimensionnement des postes sources haute tension et aussi la vétusté des équipements. Le gouvernement béninois, à la faveur du Conseil des ministres du mercredi 21 mai, autorise la contractualisation en vue de la réalisation du schéma directeur des postes sources
haute tension, moyenne tension du Bénin à l'horizon 2040. Cette opération vise à optimiser les investissements en priorisant la rentabilité économique et technique, éviter les surcoûts liés à des infrastructures mal dimensionnées, améliorer la qualité de la fourniture d'électricité face à la croissance démographique et économique et prévoir des infrastructures capables d'accueillir les charges futures, notamment pour l'électrification rurale et le développement des zones industrielles et périurbaines. À terme, ce schéma directeur va contribuer à mettre à la disposition de la Société béninoise d'énergie électrique des outils et des études stratégiques pertinentes pour optimiser le développement des réseaux de distribution d'électricité au Bénin. On parle biodiversité à présent. Nous vous emmenons à la découverte du système de goutte à goutte mis en place pour aider à la croissance de l'anacardier pendant ces 2 premières années. Une innovation du PRICAS, entendez, projet de renforcement de la résilience des communautés agricoles des zones frontalières exposées aux effets néfastes des changements climatiques. Jean-Claude James et Yves Agorokwesi nous proposent un extrait de Raoul Guédou. Il est ingénieur forestier à la retraite, chargé d'un site d'anacardier du PRICAS à Djougou. C'est un dérèglement climatique, une perturbation dans les cycles pluviaux et cela apporte beaucoup de préjudices au plan. Par conséquent, dans la mise en œuvre des nouvelles plantations d'anacardier, surtout avec tout l'effort et la volonté de l'État béninois de promouvoir à nouveau cette filière, les longues saisons sèches que nous sommes en train d'arrêter maintenant, les faibles pluviométries que nous sommes en train ne permettent pas à l'anacardier de disposer de la quantité d'eau nécessaire pour pouvoir assurer son développement tout au long d'une année. Par conséquent, nous avons innové un apport d'eau à chaque plant. Et l'anacardier étant planté à 10 sur 10, si c'était dans les pays développés, on pourrait faire un arrosage mécanisé à partir d'un tracteur et d'une citerne remorquée. Mais dans le cas actuel, pour des petites plantations de 10 hectares, l'anacardier étant planté à 10 sur 10, nous avons 100 pieds à l'hectare. Par conséquent, nous utilisons des plastiques d'eau minérale pour mettre de l'eau attachée au pied de l'arbre et percer un trou pour faire un arrosage goutte à goutte, permettre à la plante de traverser les dures saisons sèches. Et ça a porté ses fruits. Et le taux de perte est vraiment minime. On a eu les résultats escomptés pendant toute la saison sèche. Chaque arbre bénéficie d'au moins 3 litres d'eau par semaine, ce qui n'est pas du tout négligeable. Nous avons constaté qu'en innovant, c'est exceptionnel pour ce terrain, ce qui peut ne pas être généralisé. Il faudrait qu'on se méfie, mais lorsqu'il y a de l'humidité autour du plant, ça attire ces termites-là aussi qui viennent se ressourcer, s'abreuver et ils profitent pour racler l'écorce autour du plant et créer sa mort. Par conséquent, nous pensons qu'on peut traiter le substrat. Le substrat, c'est technique. La terre qui entoure le plant, mélanger de l'huile de Nîmes au substrat et avant de planter l'arbre. Et là, les termites ne pourront pas atteindre l'écorce de l'arbre. Et ça peut faire l'objet d'une recherche plus poussée. Un spectacle avec le célèbre groupe chinois Nerbrand, un spectacle haut en couleur au Centre culturel chinois de Cotonou entre fusion musicale et hommage à la culture béninoise. Et bien, la soirée a marqué les esprits par sa richesse artistique et son ouverture interculturelle. Christelle Tongodo et Françoise Insou ont capté pour nous quelques images. La soirée s'ouvre avec une prestation en douceur, celle d'Anne Bokossa. À la flûte, elle captive l'assistance par la finesse et la sensibilité de sa voix et la justesse de ses notes. Une mise en bouche musicale qui prépare le terrain pour l'orchestre principal de la soirée,
le groupe chinois Nerband. Le ton est donné dès les premières notes avec un morceau rythmé et entraînant. Sur scène, le groupe met en scène une ambiance festive, illustrant une scène de célébration où jeunes hommes et femmes se rassemblent autour de la musique et de la danse. Tout au long du concert, les titres s'enchaînent. Les 12 signes du zodiaque chinois, le vent du ciel, bon augure ou encore ma patrie. Chaque morceau, interprété avec une grande maîtrise, offre au public un véritable voyage musical entre tradition chinoise et ouverture sur le monde. Nous espérons ardemment que cette dynamique d'échange et de partage se poursuivra et s'étendra à d'autres axes de coopération, consolidant ainsi les fondations de notre amitié bilatérale. J'ai le plaisir de vous inviter à venir en Chine, à découvrir vous-même la Chine par sa beauté naturelle, sa diversité culturelle et son dynamisme de la société, et surtout la bienveillance de sa population. Clin d'œil au pays hôte, le groupe reprend Wombo Lombo, le célèbre titre d'Angélique Kidjo, réorchestré avec des sonorités et instruments chinois. Après cette escale béninoise, le groupe Nerband poursuit sa tournée avec une prochaine étape prévue à l'île Maurice. Allez, instant habituel en plaide, on découvre ensemble les marchés de ce lundi qui s'animent ce lundi. C'est parti. Herman, bonne journée. Merci à vous, Génial. Bonne journée à vous. Passez une excellente journée du lundi. Derrière vous, on retrouve Marcel Arossi pour la revue des titres. Marcel, bonjour. Herman, bonjour, bonjour à tous. Avec vous, on va éplucher l'actualité telle que vue par les journaux et les sites d'information. Nous démarrons aujourd'hui donc par le quotidien L'événement précis. Voici donc à la une des quotidiens parus et parvenus à notre rédaction les titres qui pourraient nous intéresser. L'événement précis, absence de l'ex-parti arc-en-ciel des partis politiques ayant une existence légale en République du Bénin. Le PRD disparaît. Mbedi se prépare au vent de 2026. Des milliers de fanions pour accueillir le leader des Choco Choco à Porto Novo. Le ministre conseiller Jacques Ayadi, la mouvance remportera les élections de 2026. C'est ce qu'il aurait déclaré. Le bilan est là. Le Bénin se transforme dans le bon sens, affirme-t-il dans les colonnes du quotidien L'événement précis. La cloche. Depuis Savet, la FCBE Force Cori pour un Bénin émergent acte l'assaut des 5290 villages et quartiers de ville. Le parti de Paul Rompé renforce sa toile de proximité avec le peuple avant les échéances électorales de 2026. Le pays émergent, probable candidat de la mouvance en vue de la conquête du pouvoir en 2026. Maître Joseph Fifame Diogbenou, le rêve s'effondre peu à peu, s'agrogne déjà à l'UP, le Renouveau et au Bloc républicain selon le pays émergent. Gaskiani Info, session plénière ordinaire des évêques du Bénin, prière, justice sociale et élections apaisées au menu. Désenchantement démocratique, l'Afrique en quête de repères. C'est un dossier spécial de Gaskiani Info. Deuxième édition du concours de dessin Talent révélé à Papécas couronne ses lauréats. Bénin intelligent, emploi et justice, l'État à l'écoute des syndicats. Malgré les efforts dans l'emploi, le gouvernement reste conscient que des défis subsistent. L'économiste du Bénin, facilitation de financement des entreprises par le numérique. Le FONIO 2025 connecte environ 500 petites et moyennes entreprises aux institutions financières. Patrice Talon, primé et célébré pour son leadership visionnaire. Le quotidien L'économiste, lauréat du prix meilleur journal
économique. Fraternité aujourd'hui face à la menace d'attaques terroristes à Tanguieta, 6 villages désertés, des populations dispersées. Une délégation de l'Assemblée nationale fait une descente à Tanongou. Match Maroc-Bénin, 30 joueurs présélectionnés, 5 nouveaux visages, Verdon de retour. Le matinal, système de transport public sûr, fiable et moins polluant. Des bus et bateaux dans le Grand Nokoué. La Banque mondiale appuie le Bénin avec plus de 115 milliards de francs CFA. Échéance électorale de 2026. La conférence épiscopale du Bénin prône la paix, le potentiel, mobilisation des militants au profit du parti Union progressiste Le Renouveau dans l'Atlantique, Marguerite Agbanzé, reine du monde sous le baobab à Tofo, course-poursuite sanglante à Dobo dans le département du Koufo au Bénin, un malfrat blessé fuit après des tirs. La primeur, vendredi de l'Académie de l'Ansalbe à l'Université d'Abomey-Calavi, la socio-anthropologie au cœur des politiques publiques environnementales. La presse du jour, élection présidentielle de 2026, qui va défendre les couleurs de l'opposition radicale? Point d'interrogation avec à la une 3 têtes, Noureni Achadé, Éric Mouleté et qui? Kamel Sangari. Très bien, merci. Élection générale de 2026, le parti Les Démocrates perd des forces selon la presse du jour. La Nation à présent, Custom Web, un outil intelligent contre la fraude. Le nouveau système informatique des douanes béninoises est une innovation technologique qui marque une rupture stratégique dans la lutte contre la fraude et enclenche la modernisation du commerce extérieur selon le quotidien de service public. Cet outil a été officiellement lancé la semaine dernière à la frontière avec le Nigeria. Le pays à présent sorti de Joseph Kabila contre Tshisekedi, c'est l'hôpital qui se fout de la charité selon le confrère burkinabé. Après 6 ans de silence et d'exil volontaire, l'ancien président congolais Joseph Kabila a fait une sortie d'une virulence rare sur Internet vendredi dernier et c'est l'hôpital qui se fout de la charité selon le pays. Depuis le Burkina Faso, une espionne française a-t-elle été vraiment arrêtée pour avoir infiltré une organisation non gouvernementale au Burkina Faso? S'interroge le site d'information 20 minutes. Radio France Internationale, Niger, de nouvelles tensions entre Niamey et les sociétés pétrolières chinoises. Le bras de fer entre Niamey et ces sociétés se poursuit. Le ministre nigérien du pétrole leur a adressé plusieurs courriers ce mois-ci. Il demande tout simplement le départ d'ici la fin de ce mois des expatriés en poste depuis plus de 4 ans selon Radio France Internationale. Corée du Nord avec 20 minutes, 3 responsables arrêtés après un échec militaire sous les yeux de Kim Jong-un. Le Monde, Vladimir Poutine est devenu complètement fou, affirme Donald Trump après plusieurs nuits d'attaques russes meurtrières. Voilà pour les titres, la revue de presse. Dans un instant. Et avant de retrouver la revue de presse, Marcel, il y a bien des étapes à franchir. Et la première, c'est bien sûr cette étape publicitaire. Derrière, nous allons retrouver notre premier invité de ce marathon de l'information, d'analyse et de commentaires. Bonjour le Bénin, bienvenue si vous venez à l'instant de nous rejoindre. Clin d'œil à l'actualité internationale. Au Sénégal, 5 anciens ministres soupçonnés de détournement de fonds et de corruption seront bientôt jugés par la Haute Cour de justice. Une procédure plutôt rare dans le pays. L'opposition dénonce une chasse aux sorcières. Et plus loin, en République démocratique du Congo, c'est l'ancien président de la République, Joseph Kabila, qui s'est vu déchoir son immunité. Il fera peut-être lui aussi face à la justice très bientôt. On évoque la question avec nous sur ce plateau. Morgane Assogwa, mettons dit, les consultants en géopolitique. Bonjour et bienvenue Morgane. Bonjour à tous. Comment allez-vous? C'est un plaisir et je vais très bien. Un plaisir également de vous recevoir sur le plateau de Bonjour le Bénin. Alors, on s'intéresse d'abord et avant tout au Sénégal. C'est vrai, ils l'ont promis avant de venir, le duo
qui dirige aujourd'hui le pays, M. Diomaye Faye, président de la République, et Ousmane Sonko, tout-puissant Premier ministre. Est-ce que vous êtes surpris donc, de ces dossiers qui sont en train d'être ressuscités au Sénégal? Alors, surpris des dossiers, pas vraiment, mais de la façon dont le système est en train de s'y prendre avec rigueur et sérieux, c'est assez évident. Pourquoi pas surpris? Parce que la plupart de ces dossiers sont fondés sur des rapports qui datent de 2021. Donc, ce ne sont pas des rapports qui sont forcément relatifs à l'époque du président Diomaye Faye et de son premier ministre Sonko. Ce sont des rapports qui ont été demandés par les bailleurs de fonds, ceux qui ont financé la gestion des fonds Covid, et bien d'autres rapports qui existaient déjà et qui n'attendaient qu'à être remis à l'appareil judiciaire. Et donc, ils sont arrivés avec leurs promesses déjà de campagne et leur détermination par rapport à cet assainissement de la gestion de la chose publique, ont décidé de transmettre maintenant ces dossiers à la justice qui a commencé à faire son travail. Donc, il n'y a pas vraiment de surprise, mais le sérieux avec lequel cela est fait et les sommes évoquées en matière de détournement ou de mauvaise gestion semblent être vraiment assez alarmants pour inquiéter, même susciter davantage l'intérêt des populations. Alors, y voyez-vous un renforcement de l'état de droit ou simplement des signes d'une épuration politique déguisée? Vous savez, que l'on pense à une épuration ou à un renforcement du système, cela dépend de l'angle d'observation. D'un point de vue assez objectif, on ne peut pas parler d'épuration parce qu'il y a quand même des faits qui, a priori, nécessitent l'intervention de l'appareil judiciaire pour encourager la bonne gestion de la chose publique. Et donc, on ne saurait parler d'épuration. On peut se permettre d'avoir ces idées d'épuration si on se sent visé et si on estime que, probablement, avec tout un assemblée ou un assemblage de précédents, le manque de sérieux peut-être qui existait jadis dans la capacité à poursuivre des acteurs de premier plan et à démanteler tout un système qui pourrait remonter jusqu'au plus haut sommet de l'État existait. Donc, dans cette mesure, certaines personnes peuvent faire allusion à une épuration. Mais de façon purement objective, on a des faits qui nécessitent l'intervention de l'appareil judiciaire et donc c'est tout à fait compréhensible qu'on en soit là. Mais pour vous, personnellement, ces actions répondent-elles réellement à une volonté de justice ou visent-elles à répondre ou à satisfaire une opinion publique en quête de symboles de rupture? Il faut dire que c'est assez difficile de répondre à cette question d'un point de vue personnel, mais d'un point de vue d'analyste géopolitique, en tenant compte des faits, je pense qu'il peut y avoir des deux, surtout lorsqu'on regarde la problématique posée par l'ensemble de ces détournements. C'est très important de faire des exemples pour éviter qu'on assiste à ce genre de situation. Mais quand on regarde aussi le rapport qui a existé entre ceux qui sont aujourd'hui dans la gestion de la chose publique et ceux qui étaient hier à ces mêmes postes, on se rend compte qu'eux-mêmes ont été suffisamment victimes d'un ensemble de situations judiciaires qui pourraient être considérées comme fondées ou non fondées. Et donc, à leur tour, au niveau de la gestion de la chose publique, pourraient ne pas ménager d'efforts dans la nécessité de rendre justice et cela pourrait prêter à confusion. Donc, il y a un ensemble des deux ou un tout petit peu des deux, mais de façon assez objective, on sait qu'il y a des faits qui nécessitent l'intervention d'un appareil judiciaire. Alors, on sait que la Haute Cour de justice, la création de cette juridiction-là est tout à fait récente. Et donc, beaucoup s'interrogent sur sa configuration, puisque ça n'a pas un second degré de jugement. Lorsque le verdict est rendu, c'est que c'est rendu. Vous ne pouvez pas faire appel. Dès lors, on s'inquiète on va dire de la partialité ou de l'impartialité de cette justice-là.
L'inquiétude est aussi compréhensible, mais il faut rappeler que ce dispositif n'est pas récent dans l'esprit judiciaire du pays. C'est la capacité de ce dispositif qui, naturellement, existait dans le dispositif de justice, à se retrouver aujourd'hui, à être sollicité, qui semble être nouveau. Et l'inquiétude par rapport à l'impartialité des acteurs peut se comprendre, mais d'un point de vue encore, je dis bien, objectif et légal, on ne devrait pas s'inquiéter puisque la plupart des acteurs de cette cour assez spéciale sont des personnes qui passent au peigne fin, que ce soit au niveau des institutions ou même au niveau de leur désignation. Donc je pense si on se fie à l'appareil judiciaire du Sénégal et à la capacité des acteurs, surtout qu'on connaît à tout ce qui est dispositif institutionnel au Sénégal, à pouvoir faire la part des choses, il n'y a pas d'inquiétude. Mais quand même, ça interpelle quand il n'y a pas double degré de juridiction. Oui, d'un point de vue, je dis encore, objectif, on peut faire allusion à cela, mais ici c'est un cas spécial et je pense que les penseurs de cette institution savent pourquoi ils ont pensé ainsi, parce que la double juridiction à ce niveau de responsabilité pourrait poser des problématiques qu'on ne saurait cerner. Et quand je parle de problématiques, on fait allusion déjà à la capacité à avoir des preuves. Et on sait comment ça se fait dans le système judiciaire. On a toujours droit à une contre-expertise a priori. Et je pense qu'il y a des dispositions qui sont nécessairement prises pour que tous les paramètres, que ce soit dans la durée et dans l'appréciation des différentes preuves et faits, que tout le soin soit pris pour qu'on se retrouve à ne pas avoir besoin d'avoir une double juridiction. Certes, le principe de double juridiction vient quand même apporter un élément pertinent dans la capacité d'établissement de la vérité, mais si des dispositions sont prises, et je suis convaincu que c'est le cas, par tous les experts en matière de droit et de procédure judiciaire, pour que les effets souhaités ou les inquiétudes auxquelles viennent pallier ce principe de double juridiction soient remplis pendant toute la procédure, il n'y aurait pas d'inquiétude à avoir. Mais ce faisant, le pouvoir de Bassirou Diomaye Faye ne risque-t-il pas de s'aliéner une bonne partie de l'élite administrative du pays? Vous savez, c'est tout à fait compréhensible en matière de gestion de la chose publique que vous commencez avec un capital d'empathie ou bien d'admiration et que la plupart du temps vous terminez avec parfois un taux assez réduit. De façon objective, encore une fois de plus, il est clair que cette administration va perdre sa cote de popularité. Et cela a même déjà commencé lorsqu'on regarde le rapport avec l'appareil, le dispositif des journalistes. On a vu des journalistes critiquer la gestion. Mais quand on se lance aussi dans une sorte d'épuration, d'assainissement de la gestion de la chose publique, c'est tout à fait logique qu'on se retrouve à faire face à un manque d'empathie par rapport à un certain nombre d'acteurs. Et rappelons ici qu'ils s'en vont s'attaquer au plus haut niveau de l'appareil de la gestion de la chose publique, ce qui est assez difficile à faire dans la pratique. On va suivre de très près cette actualité au Sénégal et on reviendra aux besoins pour d'autres plateaux. Morgane Assoba Mentondi. On en vient à présent à la République démocratique du Congo avec Joseph Kabila, ancien président de la République qui a quitté le pouvoir avec un titre de sénateur à vie. Il s'est vu déchoir donc son immunité pour probablement faire face à la justice parce qu'il est soupçonné, donc il est accusé, on va le dire ainsi, de soutenir les rebelles du M23. Oui, c'est une situation qui est un plus pour tout ce qui va dans le sens de la manifestation de la vérité, de l'établissement des responsabilités, de la capacité à sanctionner tout individu, même s'il a un passé assez important dans la gestion de l'État. Mais c'est aussi assez inquiétant parce qu'on se souvient du fait que ce même ancien président avait été quand même soupçonné d'avoir été impliqué dans des situations de malversation avec une enquête même
d'une structure non étatique qui a quand même mis sur la place publique son implication par rapport à ces questions de mauvaise gestion des finances du pays. Mais on n'a pas vu la dynamique de vouloir avoir la manifestation de la vérité au point de faire sauter son immunité. Mais aujourd'hui, pour une question qui est assez importante et qui relève non seulement de toutes les gestions qu'on aurait pu avoir de l'appareil étatique de la RDC, on lève son immunité. Parce que quand vous regardez la question avec l'instabilité politique, le M23 et tout ce qui va avec, cela ne date pas de l'époque Kabila. Ça remonte à plus loin et il y a plusieurs acteurs qui pourraient être invités à se prononcer sur cette question. Donc je pense que là, oui, il y a un intérêt assez particulier pour la manifestation de la justice, mais il y a suffisamment d'aspects sur lesquels on pourrait revenir. Joseph Kabila est déchu de son immunité, il va être jugé. Concrètement, qu'est-ce que cela implique et quels peuvent être les scénarios possibles? Alors, cela, déjà tout de suite, nous amène à appréhender un peu plus le capital influence de l'homme en question. Et c'est plus ou moins le danger. C'est vrai qu'il n'est plus à la tête de l'appareil de la public, mais il a un capital politique qui fait qu'on accorde aux personnes de son rang cette sorte de je vais dire d'immunité qui permet quand même de calmer les personnes qui le soutiendraient. Et ça, c'est quelque chose d'assez important parce que il y a eu des deals pour qu'il laisse passer tout le processus et qu'il accompagne le processus. Donc, le premier élément, c'est qu'on s'expose à une revitalisation de son capital politique qui pourrait contribuer à d'éventuelles instabilités politiques. De l'autre côté, c'est qu'on en arrive effectivement à l'avoir devant les juridictions. Ce serait une première pour la RDC et ce serait aussi un exemple de la capacité des juridictions internes dans les pays africains à pouvoir amener d'anciens chefs d'État, de cadres de haut niveau, un peu comme au Sénégal, devant la justice pour le bien-être des populations. Donc on aurait cet état des choses, on aura des avocats qui viendront d'un peu partout selon leur expertise pour défendre. Est-ce que déjà Joseph Kabila va se rendre en République démocratique du Congo? Il n'est pas sur le territoire. Il a fait une allocution sur les réseaux sociaux de près de 40 minutes, de plus de 40 minutes, 45 pour être plus précis, où il a porté un discours à charge contre l'actuel président Félix Tshisekedi. Pensez-vous qu'il compte se rendre en République démocratique du Congo? Ce serait difficile à dire, mais je sais qu'il n'a pas peur de se rendre en République démocratique du Congo. Je le dis encore, surtout à cause de son capital politique. Ce n'est pas quelqu'un qui est inquiété forcément par ce qui est en train d'être dit et encore moins inquiété forcément par la justice de la RDC. Tout ce que je peux dire avec conviction, c'est que cette situation ne vient pas forcément renforcer le processus de paix enclenché pour résoudre cette problématique. Parce que qu'on le veuille ou non, l'ancien président Kabila reste une pièce assez importante dans la stabilité même de la RDC. On sait que pendant tout son leadership, on n'a pas assisté à un regain de force aussi impressionnant que celui qu'on a avec le M23. Et on sait qu'il y a un processus de paix qui est enclenché entre le Rwanda et la RDC. Maintenant, est-ce que cette situation ne va pas troubler ce processus? Parce qu'on estime quand même qu'entre acteurs étatiques, que ce soit d'actualité ou du passé, il y a quand même une sorte de relation qui permet de maintenir un certain calme. Donc c'est cette sérénité de la question qui aujourd'hui est assez inquiétante et il serait très important
pour les acteurs de tenir compte de cela, même dans la gestion de l'initiative judiciaire qui veut se poser. Parce qu'il faut rappeler quand même que même si on se retrouve dans un cadre judiciaire, parfois l'aspect politique et les questions relatives à cet aspect peuvent prendre le dessus. Alors, il y a certains, si vous permettez Marcel, il y a certains analystes politiques et d'autres professionnels du droit qui estiment que la mesure visée contre Joseph Kabila devrait faire l'objet d'un vote par le Parlement qui devrait être adopté à la majorité des 2/3 pour que cela soit validé. Alors qu'en RDC, on a suivi donc les recommandations d'une commission spéciale qui a travaillé et qui a estimé que les faits reprochés à Joseph Kabila ne relèvent pas de son titre d'ancien président, mais de celui de sénateur à vie. C'est pourquoi on a fait passer le vote par le Sénat. Est-ce qu'on n'est pas là aussi en train de manipuler un peu les tests? C'est une façon de voir qu'on peut admettre, mais il faut quand même rappeler ici que ces analyses viennent encore renforcer la pertinence de l'aspect politique de la question. Aujourd'hui, ce n'est pas qu'une question de justice, mais c'est une question hautement politique parce que les faits qui sont reprochés aussi relèvent de la paix et de la sécurité et de la stabilité politique de la RDC. Donc, ceux qui font cette analyse sont certainement en train d'attirer l'attention sur le fait qu'il y a une sorte de passage nécessaire pour que la question ait toute sa légitimité, pour ne pas parler de sa légalité, puisqu'en matière de justice, c'est assez compréhensible, tout est en ordre. Mais en matière de légitimité, il faudrait qu'il y ait la prononciation, que certains acteurs politiques se prononcent, d'où la nécessité peut-être de passer cette question au niveau des différentes institutions parlementaires. Et cette décision ne risque-t-elle pas de fragiliser davantage ou d'exacerber davantage les tensions dans un pays déjà fragilisé politiquement et militairement? Oui, et votre question vient renforcer ce que je disais tout à l'heure par rapport à la délicatesse politique de cette option juridique. Et c'est là aussi ce qui attire l'attention ou ce qui appelle la nécessité de faire preuve, je ne vais pas parler de sagesse, mais de contextualisation par rapport souvent aux questions juridiques et politiques. C'est vrai qu'on estime que ça doit être totalement séparé l'un de l'autre, mais quand l'acteur ou le sujet d'une question juridique est un acteur politique majeur, il faut y aller avec beaucoup de délicatesse à cause de son capital politique, de sa capacité à influencer la paix, la sécurité et la stabilité dans une société. Morgane Assouba, merci. C'est un plaisir. Merci d'être passé sur Bonjour le Bénin, nous éclairer sur ces deux sujets majeurs donc, de l'actualité africaine. Nous passons une excellente journée du lundi et à très bientôt. Juste après vous, on reçoit le père Arnaud Kagé, nous avec lui. On va parler de cet appel à la paix donc, du clergé. Un appel à la paix, à des actions concrètes qui garantissent des élections libres, inclusives, transparentes et apaisées dans le respect des droits et des libertés fondamentales. C'est l'essentiel du message des évêques à l'issue de leur 75e session plénière. Nous sommes avec le père Arnaud Éric Aguenounon. Il est le directeur de l'Institut des artisans de justice et de paix. Il est philosophe politique, analyste politique également, essayiste, écrivain, tout ce que vous souhaitez. Bonjour père. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien. C'est un plaisir de vous recevoir sur la matinale Bonjour le Bénin. Merci à vous de m'avoir invité. Très bien. Bienvenue alors à nous. Mon père, on va y aller tout de suite. Le temps nous presse. Les faits évoqués par les évêques en conférence de presse la semaine dernière ne datent pas d'hier. Mais qu'est-ce qui, selon vous, rend la situation actuelle particulièrement préoccupante? Vous me permettrez d'abord de penser et de prier pour le repos de l'âme de tous nos frères militaires, soldats qui meurent au front. Que le Seigneur leur accorde le repos éternel et que la lumière sans déclin brille sur eux qui reposent en paix. Amen. Amen. Alors,
La conférence épiscopale se réunit 3 fois dans l'année pour des sessions extraordinaires, des sessions ordinaires du moins, octobre, janvier et mois de mai. Et après chaque session, il y a toujours un compte rendu. Et vous allez voir, le document que vous citez est à 11 points. Et puis, il y a toujours des points liés à la question sociale, à la question politique. Les évêques constituent des pasteurs qui sont dans plusieurs diocèses, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Ils sont au cœur de la réalité concrète comme acteurs de terrain, comme pasteurs de terrain. Ils écoutent le peuple, ils écoutent l'élite, ils écoutent les hommes politiques, et de leur écoute et de ce qu'ils sentent sur le terrain, il y a un besoin de paix. Et vous savez, la paix, c'est la denrée la plus nécessaire, la plus importante, mais pourtant, cette paix-là est reléguée au dernier rang. Et nous ne faisons pas trop d'efforts pour maintenir la paix dans le monde en général. Il y a les guerres, il y a les conflits, il y a des agendas cachés, il y a le nucléaire, il y a l'économie et tout ce qui se passe. Et le pape Léon XIV, ses premiers mots, a dit « La paix soit avec vous ». Donc pour qu'il y ait la paix, il ne faut pas que la prière. Il ne faut pas que la prière. Parce que Dieu ne descend pas. Dieu fait de nous ses bons instruments. Il faudrait que chacun soit de bons instruments. Non. Les évêques ont demandé aux acteurs politiques, la société civile et tout le peuple de s'engager et de trouver des mécanismes pour qu'il y ait la paix. Mais pour qu'il y ait la paix, ils ont parlé du contexte électoral de 2026. Il faudrait que les élections soient transparentes, inclusives, libres. Et ça, il faut... Est-ce que les voyants sont au rouge? Est-ce que les signaux sont au rouge en ce qui concerne le Bénin? Qu'est-ce que vous appelez voyants au rouge? Dans cette période préélectorale, est-ce qu'il y a, on va dire, un contexte qui, voilà, qui pourrait faire le lit à de la violence? Je crois que personne ne peut regarder dans une boule de cristal et dire s'il y aura des violences ou pas. À côté de nous ici, les 1er et 2 mai 2019, personne ne pouvait savoir ce qu'il y a eu à Tchaourou, Banté et autres, qui sont des conflits qui sont nés d'une violence électorale, et de l'exclusion en quelque sorte. Et donc pour éviter l'exclusion et pour éviter les dérives politiques, il faut prévenir cela. Alors le contexte dans lequel nous sommes, c'est un contexte très délicat. C'est un contexte très délicat parce que il y a un code électoral dont les gens parlent, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est un réel problème. Mais je ne vais pas revenir sur tous les arguments donnés, je vais tenir compte d'un seul argument. J'entends les chapelles politiques. Et là, j'ouvre la parenthèse pour dire que la politique, c'est comme le Champions League. Hein. Il y a plusieurs équipes. Sur le terrain, les équipes se battent, les équipes jouent pour que le meilleur gagne, pour qu'une équipe gagne. Mais sur le terrain, ils sont tous amis. Tous ces hommes politiques-là, ils sont tous frères, ils sont tous amis, ils se connaissent, ils se fréquentent. Mais sur le plan politique où il y a les intérêts personnels, partisans, il y a des enjeux clairs. Il ne faut pas l'oublier. En sciences politiques, c'est comme ça. Et le peuple est toujours en marge. Le peuple ne comprend pas beaucoup de choses. Quand vous allez à Kalalé, Segbana, que je connais, ou Banikwara, ils ne comprennent pas grand-chose. Donc, moi, je pense qu'il faudrait que nous ne disions pas qu'il faut lutter. Les gens disent il faut travailler. Les 20%, il faut travailler, il faut travailler, il faut travailler. Mais l'argument le plus essentiel pour moi, c'est que est-ce que ce code-là incite les populations à sortir pour aller voter?
est-ce que ce code-là permet aux populations d'avoir confiance? Est-ce que ce code-là permet à toutes les voix électorales des populations d'être prises en compte? Si, par exemple, des populations massivement votent pour tel parti à 90%, et puis c'est peut-être celui qui a eu les 20% partout qui passe, ces 90%-là qui ont voté pour ce parti-là n'ont pas été représentés. Donc, il faut penser cela. On travaille, oui. On peut travailler sur le terrain, mais c'est le peuple qui sort, c'est le peuple qui vote. Et il faut tenir compte du peuple et de son électorat. Les évêques ont souligné que nul n'a le droit d'être heureux tout seul. Que doit-on y comprendre? Bon, c'est la question du panier de la ménagère. Quand vous écoutez les chefs d'entreprise au Bénin, les opérateurs économiques, ils se plaignent. C'est difficile. Est-ce que ce n'est pas une rhétorique, finalement? Non, ce n'est pas une rhétorique, c'est de la réalité, ce n'est pas de la fiction. Je sais de quoi je parle. Je suis bien placé pour parler de ça. Historiquement, certains vous diront que le peuple se plaint toujours et partout. Mais ça, c'est de la rhétorique. Voilà les hommes de rhétorique. C'est-à-dire quoi? Il faut aller dans les maisons pour voir comment les gens vivent. Les revenus baissent. Vous qui êtes ici, je suis sûr que vos revenus ont baissé. Je suis sûr que même au sommet de l'État, il y a des gens qui vendent des costumes, des chaussures que je connais et qui me disent, mais avant les autorités achetaient. Même les autorités achètent à crédit et puis bloquent vos numéros. Voilà la réalité. Même les autorités n'ont pas de moyens. C'est-à-dire, on a serré la ceinture, on nous fait serrer la ceinture, mais jusqu'à quand on peut faire serrer la ceinture? Quand les évêques parlent d'un sursaut national, oui. Quelle forme cela peut-il prendre concrètement? Mais le sursaut national, je ne sais pas s'ils ont parlé en ces termes-là clairement. C'est vous qui faites cette analyse, ce commentaire-là. Les évêques lancent un appel. Simplement un appel. Ils ne prennent pas la place des décideurs. L'IAJP, par exemple, ne prend pas la place des décideurs. Mais l'Église crée l'espace de dialogue, d'échange, pour que ces décideurs se voient entre eux, discutent et pensent le plus grand bien du peuple. Le plus grand bien de la nation, le bien le plus grand. Donc ça veut dire qu'il y a des échelles de biens, mais il faut penser le bien le plus grand. Et penser le bien le plus grand, c'est vraiment aller au-delà. Et vous voyez, le président Patrice Talon cherche peut-être un dauphin, on le dit, mais il ne peut pas trouver quelqu'un comme lui, c'est pas possible. Nous sommes uniques, chacun est unique. Et ce qu'il a fait, c'est unique. Justement. Il a fait de belles choses, de grandes choses. Justement. Et aujourd'hui, mais avec ses limites. Mais le système peut continuer, c'est possible. Mais avoir un acteur, un prochain chef d'État comme lui, si à moi, ça n'existe pas. Un frère si à moi n'existe pas. Ce sont des fictions. D'accord. Nous prions pour que chacun ou que Dieu donne à ce pays un dirigeant capable de nous conduire vers la terre promise. Comment aujourd'hui voyez-vous que les autorités, les élites, d'accord, religieuses, économiques, politiques, tout ce que vous voulez, peuvent-elles incarner cette responsabilité collective que réclament les évêques? Vous savez, et tout pouvoir, toute force, toute autorité appartient au pouvoir politique. C'est un seul homme qui incarne, le chef de l'État, celui à qui on a donné tout pouvoir. Donc il y a plus de pouvoir que nous tous, plus que le Parlement, que la Cour constitutionnelle. Il nous entend parce que nous sommes en direct. C'est sûr. Mais l'engagement de chacun, c'est qu'on puisse chacun se convertir. Chaque ministre doit se convertir. Chaque député doit se convertir. Chaque prêtre doit se convertir. Chacun doit se convertir. Et mettre le peuple
au-dessus de tout. Mettre l'intérêt général au-dessus de tout. Que les étudiants, que tout le monde mette l'intérêt général au-dessus de tout. Parce que le Béninois est trop individualiste. Le Tidjinambi, on pense à soi-même, on pense à sa famille nucléaire, mais on ne pense pas collectif. On ne pense pas à la collectivité. Et de ce point de vue, chacun peut s'engager. Nous sommes croyants, mais nous ne sommes pas des hommes et des femmes forcément de foi. On est croyants, mais on n'est pas des hommes et femmes forcément de foi. Nous n'avons plus beaucoup de temps sur ce plateau, mon père, mais je vous promets que nous allons nous retrouver très prochainement. Merci. Merci d'être passé, Père Arnaud-Ric Aguenounon, partager avec nous votre lecture de cet appel donc, du clergé, des évêques, on va le dire, sur non seulement la situation politique du pays, mais également la situation sociale, parce qu'ils ne se sont pas arrêtés qu'aux politiques. Il y a également les questions sociales qui intéressent les évêques, ce qu'on appelle de façon triviale le panier de la ménagère. Passez une excellente journée du lundi. Merci. Et à très bientôt. Merci. Allez, on vous propose à présent un entretien exclusif avec quelqu'un qui n'était pas forcément le plus expansif des joueurs, bien que capitaine des Guépards une dizaine d'années durant. Son talent, lui, préfère l'exprimer sur le terrain. À date, il reste le meilleur buteur de l'équipe nationale du Bénin et sans doute l'un des plus grands, si ce n'est le plus grand de l'histoire du foot béninois. Aujourd'hui, loin de la sélection nationale, Stéphane Sessegnon a accepté de s'ouvrir à nous dans un entretien exclusif, sans filtre, avec spontanéité et sincérité. Suivez ici les confidences de SS17. Stéphane Sessegnon, à qui le joli geste de Stéphane Sessegnon qui va centrer au pas de pénalty. Et lui a dit du score. Signé Sassi Dalmeda sur ce deuxième ballon. Alors qu'on joue à peine 15 minutes au stade du général Mathieu Kérékou. Les Algériens ont été surpris par ce geste de classe de Stéphane Sessegnon. Stéphane Sessegnon, bonjour. Bonjour. Alors, ça fait un moment qu'on ne vous a plus jamais vu. Comment va Stéphane Sessegnon? Je vais bien par la grâce de Dieu. Je vais dire ça va bien, tout va bien pour moi, pour ma famille, donc par la grâce de Dieu, tout va bien. Depuis un moment, vous ne nous avez plus donné de nouvelles. On a l'impression que Stéphane nous a un peu ghosté, j'ai envie de dire. Non, loin de là. Ça fait un moment effectivement que je ne donnais pas de nouvelles. Officiellement, mais officieusement, je dirais que j'étais présent et que, pour être clair, c'est que après la non-qualification de l'équipe à cette phase finale de la Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire, il faut le dire que je l'ai mal vécu parce que ça me tenait à cœur d'accompagner encore l'équipe nationale à une prochaine qualification de cette Coupe d'Afrique. En Côte d'Ivoire, chez vous? Enfin, votre terre natale? On va dire ça comme ça. Donc, après, j'ai estimé qu'il fallait que je recule après autant d'années de service rendu dans le football de mon pays. Donc, passer le relais à la jeunesse. Et donc, il fallait que je me retire carrément. Parce que se retirer et être aussi encore impliqué, je me suis dit, bon, il fallait laisser la place à ces jeunes. Vraiment, il ne faut pas qu'il y ait l'impact de certains anciens. Bon, comme moi, je dirais être tout le temps dans le dos de ces jeunes. Et il fallait les laisser prendre leur marque, à eux-mêmes s'organiser. Donc, c'est ce que j'ai estimé le mieux pour moi et aussi pour cette équipe nationale. Donc, je pense que ça s'est plutôt bien passé et je suis satisfait de ça. Alors, depuis votre dernier contrat avec Sirens dans le championnat Malte, on ne vous a plus jamais revu dans un club. Est-ce que Stéphane Sessegnon a pris sa retraite du football? Je pourrais dire oui, parce que je pense que à mon âge, je pense qu'on peut dire l'âge, ça ne compte pas. Aujourd'hui, je vais avoir 42 ans, je peux encore, en tout cas, me faire plaisir dans le foot, mais comme tout ce qui est professionnel, je pense que oui, à un moment donné, il fallait que, même si je ne l'ai pas annoncé officiellement, mais bon, du fait que je me sois arrêté pendant un moment, ça fait un moment que je ne joue plus. Donc, pour moi, voilà, sur tout ce qui est professionnel, c'était fini. Mais bon, après, c'était pas évident de l'annoncer officiellement parce que quand on est passionné et qu'on a vécu que du football, je pense qu'on a du mal à dire, on s'en séparer. Donc, c'est ce qui a fait peut-être que c'était compliqué. Et bon, en gros, on va dire oui.
tout ce qui est professionnel maintenant, pour l'instant, c'est fini pour moi. Vous avez fait le deuil et vous pouvez officiellement l'annoncer maintenant aux téléspectateurs. Peut-être une exclusivité sur Bénin TV. Stéphane Sesseyon va-t-il dire officiellement aux Béninois qu'il a pris sa retraite de football? Oui, officiellement, je peux l'annoncer. Je peux l'annoncer officiellement que finalement, le foot professionnel, c'est fini pour moi. C'est vrai que ça a mis du temps pour que je le dise aujourd'hui parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que quand on a vécu de ça, quand on est vraiment passionné, on a du mal. On a du mal et maintenant, j'ai vraiment pris la mesure, j'avais beaucoup de recul parce que ça fait un moment que je ne joue plus, donc j'ai plus le temps de comprendre. Parce que vous savez, à un moment donné, il y a toujours la passion, on veut toujours jouer. Et donc, officiellement, maintenant, je me suis dit, bon, il y a la relève, il y a des joueurs, l'équipe nationale avance. Donc, en tout cas, même sur le cas personnel, j'ai plus le temps de pouvoir encore aller chercher des clubs ou bien encore taper dans le ballon au niveau professionnel, je dirais. Donc oui, officiellement, on va dire comme ça. Le foot, c'est fini. Est-ce que vous comptez organiser un jubilé à Cotonou, un peu comme Adebayor l'a fait par exemple à Lomé? Ouais, je compte le faire. Je compte le faire parce que je pense que c'est normal après sa carrière, si on a l'opportunité d'organiser un jubilé. Je pense que c'est déjà une fête pour soi ou aussi pour remercier aussi pour toutes ces personnes qui vous ont soutenu, en tout cas monter la bonne foi, le remerciement, je dirais, pardon, à toutes ces personnes qui vous accompagnaient, qui étaient présentes dans les moments où les mauvais moments ou dans les bons moments. Donc oui, un jubilé, oui. Je pense à ça, j'espère que ça va se faire. Alors, qu'est-ce qui occupe les journées de Stéphane Sesseyon? Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes où? Vous êtes basé où? On a envie de savoir. Non, je suis là. Je suis à Paris. Je pense que j'ai pris un peu de temps aussi pour m'occuper de ma famille, de mes enfants surtout. Donc, j'ai passé beaucoup de temps avec mes enfants. Donc, après le foot, j'ai d'autres activités qui me prenaient un peu le temps. Et surtout, la plus grande partie, c'était surtout de me focaliser sur mes enfants. Surtout que la plupart aussi sont des footeux. Donc, j'ai essayé de jouer le rôle un peu du papa manager en quelque sorte. Donc, je me suis dit, quand je jouais, je n'avais pas assez de temps pour pouvoir les orienter. Donc, j'ai essayé de prendre du temps. Quand j'ai décidé, sur le côté professionnel, d'arrêter le foot, de prendre du temps pour m'occuper de ces enfants. Donc, voilà, c'est ce qui a plus ou moins occupé mon temps cette année. Vous faites bien d'évoquer vos enfants. Vous en avez un d'ailleurs qui est plus connu et qui joue au foot, Junior Sesseyon Lavry, qui un temps a signé au Luxembourg. Qu'est-ce qu'il devient lui? Est-ce qu'il performe et est-ce qu'on a la chance un jour de le voir, ne serait-ce qu'au sein des catégories d'âge du Bénin, pourquoi pas avec la sélection Fagnan? Oui, il faut le dire. Aujourd'hui, il a 21 ans, donc je pense qu'il a 21 ans, donc il aspire à un jour venir aussi peut-être défendre aussi les couleurs de l'équipe nationale. L'équipe nationale, c'est parce qu'il n'a pas que l'opportunité ou l'occasion, je dis, d'être convoqué. Il fait son petit bout de chemin. Je pense que cette saison, il a fait un championnat plutôt correct avec son club. Et donc, on envisage, moi, comme je l'ai dit, que quand tu seras prêt, pour moi, je sentirai que tu es capable. Parce que même à 21 ans, on peut toujours progresser. Et si c'est pas moi qui vais le faire appel. Voilà. Si le pays demande, pense à toi, qu'ils ont besoin de toi, je pense qu'il est ouvert. Il est ouvert, donc voilà. Après, c'est la sélection de se pencher sur ce cas. Mais oui, ça va, il n'y a pas que lui. La plupart de mes enfants, tous mes garçons aussi jouent au foot. Donc, ils ont dans cette idée de la tête, un jour, venir défendre les couleurs du pays. Alors, en mars 2024, juste après la Coupe d'Afrique des Nations, vous étiez attendu à Amiens pour ce match entre le Bénin et la Côte d'Ivoire, deux pays qui vous sont chers absolument. Juste après donc, le trophée remporté par la Côte d'Ivoire, il y avait ce match amical, vous étiez attendu. Ouais. Malheureusement, vous n'étiez pas venu. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour beaucoup, vous nous avez posé un lapin. Non, pas jusqu'à ce point. Vous savez, j'ai appelé les coachs, on en a discuté. C'était en tout cas... C'était une bonne initiative de la part du coach, c'était quelque chose qui m'avait marqué, mais pour des raisons personnelles, je n'ai pas pu me rendre là-bas, donc c'était juste pour des raisons personnelles. Après, je pense que sinon,
vous imaginez comment avoir l'opportunité, avoir cette chance de pouvoir donner un coup d'envoi dans un match qui pose mon équipe nationale à celle de la Côte d'Ivoire et poser un lapin. Voilà, donc je pense que c'était pour des raisons personnelles que je n'ai pas pu assister à ça. Et voilà, j'en ai discuté avec le coach, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Est-ce que vous suivez toujours l'actualité de la sélection nationale? Ah, bien sûr. Et comment avez-vous vécu cette qualification acquise dans la douleur d'un stade chaud bouillant de Tripoli? J'étais satisfait, j'étais dans un monde avec toute l'atmosphère, j'étais fier de ces jeunes donc, pour cette qualification. Parce qu'aller chercher une qualification dans un pays, dans un contexte assez difficile, je pense qu'ils l'ont fait avec le cœur, avec les tirs. Donc moi-même, quand je n'ai pas pu assister au match, mais après j'ai pu vite fait regarder sur Internet un peu pour suivre le match. Mais bon, il faut dire que j'étais tellement crispé, je ne pouvais pas m'asseoir. C'est comme si j'étais encore là, quoi. Mais après la qualif, j'étais vraiment satisfait, j'étais content. Même si je ne me suis pas exprimé, ça ne s'est pas beaucoup vu. Mais je pense que voilà, ceux qui étaient à côté de moi, mon entourage, les personnes qui savaient, qui étaient autour de moi, on ressentait ce que je ressentais aussi. Est-ce que vous avez parlé avec vos anciens coéquipiers? Ces derniers temps, non. Mais je pense qu'après la qualif, j'ai parlé avec d'autres, avec certains joueurs. Et je reste aussi en contact avec certains jeunes, avec certains joueurs aussi. Donc oui, j'ai la chance d'être toujours en contact avec ces jeunes, parler même pas forcément du foot, mais d'autres choses. Donc oui, je suis tout le temps en contact, que ce soit aussi avec le staff ou les joueurs, oui, toujours. C'est qui les amis de Stéphane Sessegnon en sélection? Comme on le dit peut-être à Abidjan, c'est qui les vrais gars de Stéphane Sessegnon en sélection? Non, il faut savoir que tout le monde. Il n'y a pas celui-là, lui-là, non, tout le monde en sélection. Je m'entends parfaitement. Je continue à m'entendre parfaitement avec la plupart des jeunes, des joueurs, même s'il y a beaucoup de jeunes, mais la plupart, quand j'étais là, ça se passait super bien. Donc, je n'ai pas de super gars, j'ai que des jeunes frères avec qui j'étais et avec qui j'ai passé de bons moments et qui sont super sympas. Donc, j'ai des affinités avec pratiquement tout le monde. Alors, pensez-vous que l'équipe actuelle pourra faire aussi bien à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations que celle de 2019 où vous étiez jusqu'en quart de finale? Pour être honnête, oui. Pour être honnête, je dirais oui, parce que il faut voir ces derniers matchs, la plupart des matchs que moi j'ai suivis aussi, la plupart des matchs que cette équipe a fait. Et donc, je pense qu'il y a moyen. Il y a moyen. Et moi, je suis convaincu que cette équipe peut faire mieux qu'en Égypte, où on est jusqu'en quart de finale. Je pense qu'il y a moyen. Parce que déjà, la façon dont on obtient cette qualification et se projette déjà sur la Coupe d'Afrique, je dirais. Donc moi, je pense qu'il y a potentiel, il y a moyen. Je pense que je ne doute pas. Il y a la qualité, il y a moyen. Je pense qu'on peut faire mieux. Et je pense qu'aujourd'hui, ça se voit, il n'y a pas aujourd'hui en Afrique, c'est vrai qu'il y a des équipes qui dominent. Mais je pense que même celui à qui on ne pense pas peut créer l'espoir. Et même chez nous aussi, peut-être d'autres vont en douter, mais je pense qu'on peut faire mieux qu'en 2008, je crois. L'équipe est relativement jeune. Alors, est-ce que cette jeunesse ne peut pas constituer à la fois une force, mais également une faiblesse? Non. Après, il faut être cohérent. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, on ait des joueurs qui ont plus de 30 ans qu'on peut appeler en équipe nationale. Je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, de mon point de vue, je pense qu'on n'a pas encore des joueurs qui ont dépassé la trentaine, qui sont dans les top clubs. Par exemple, si on a la chance d'avoir des jeunes qui ont encore de la marge de progression, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Après, je pense que on a la chance déjà encore aussi d'avoir 2 ou 3 qui sont un peu plus âgés, qui peuvent encore apporter à ces jeunes. Donc moi, je pense que ce mix, oui, c'est pas un handicap. Au contraire, pour moi, je pense que c'est plutôt un avantage. Autant avoir des jeunes qui sont compétents que d'avoir des anciens qui ne peuvent pas. Donc je pense que, oui, pour moi, ce n'est pas un handicap. Pour moi, c'est plutôt un avantage. Est-ce que Stéphane Sessegnon serait intéressé à intégrer le staff des Guépards? Non, vous savez, moi, je vais être clair. Vous savez que ce n'était pas quelque chose à laquelle je pensais, pardon. Et donc,
Mais quand il s'agit forcément de l'équipe nationale, et quand il s'agit du pays, je pense qu'à des moments donnés, on n'a pas le choix. Si votre pays vous appelle pour apporter quelque chose, apporter votre expérience ou apporter parce que vous savez faire, moi, il n'y a pas d'hésitation. Est-ce que Stéphane Sessegnon passe ses diplômes d'entraîneur? Pas de diplôme d'entraîneur, mais Stéphane Sessegnon, moi, je me vois plutôt dans le style de management, pas forcément de... Parce qu'il faut dire entraîneur, parce que moi, faut pas, je ne dirais pas que ça ne va pas passer avec moi, mais je pense que me connaissant, ça va être un peu compliqué. Donc, je préfère plutôt tout ce qui est management, approche des joueurs, mais pas leur donner des consignes. Allez, tu joues comme ça, fais comme ça, place-toi comme ça. Je pense que ça va être compliqué, parce que je suis trop gentil, je ne pourrais pas peut-être parler, donner des consignes en tant qu'entraîneur, mais je peux donner des consignes en tant qu'un grand frère, en tout cas avoir une vision par rapport à l'équipe en général. Alors, quels sont vos rapports avec l'actuel sélectionneur des Guépards, Guénot Traoré? Super, ça se passe super bien. C'est vrai qu'on ne s'est pas eu ces derniers temps, mais je pense qu'on a la chance d'avoir, en tout cas, moi j'ai la chance de connaître un entraîneur, hormis le cadre du football, qui est une personne qui est attentive, qui est à l'écoute. On s'appelle souvent, il prend de mes nouvelles, j'essaie de prendre de ses nouvelles. Donc, hormis le cadre sportif, je pense que c'est une bonne personne et je pense que ça se voit, et même quand il travaille avec l'équipe nationale, l'approche qu'il a avec tous les autres joueurs, ces jeunes et tout, je pense qu'ils sont à l'écoute, parce que si ces joueurs sont à l'écoute, c'est parce que ce coach, il est, avant d'être un coach, il est une personne, c'est comme un papa, voilà, quelqu'un qui s'occupe bien de ses joueurs. Donc, oui, franchement, c'est un peu comme une bonne personne. Est-ce que vous comprenez les critiques qui les suivent bien souvent et par moments aussi? Bah, ça n'arrive pas qu'à lui. Je pense que quand il n'y a pas de résultat, il faut comprendre qu'aujourd'hui, quand l'équipe, on commence à mettre la barre haute, et quand on commence à un peu affaiblir, c'est normal que les critiques elles viennent de partout. Mais je pense que le coach il a assez d'expérience pour comprendre que ce ne sont que des critiques positives en quelque sorte. Donc je pense qu'il faut accepter ces critiques. Et lui, je sais qu'il les accepte. Je pense que c'est quelqu'un que je connais qui prend sur lui aussi. Et à des moments quand il faut réagir, il réagit. Mais je pense qu'il prend ça positivement. La personne que je connais, je pense que ce coach il prend les critiques positivement. Et c'est normal. Quelles sont vos relations avec le ministre des Sports, Benoît Dato? Je n'ai pas encore eu l'occasion de croiser le ministre des Sports. Donc, j'espère avoir l'occasion de pouvoir le croiser. Donc, pour l'instant, nos rapports sont le ministre des Sports et moi, ancien joueur. Je ne l'ai pas dit comme ça. Mais j'espère qu'on aura l'occasion, de pouvoir le croiser. Ça sera toujours un plaisir parce que ça, il reste le ministre des Sports. Stéphane, à votre jeune âge, dans les rues d'Abidjan, on vous appelait Diego Pourri. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'anecdote qui a conduit à cette appellation? Non, je pense que quand on était petit, on aimait bien jouer dans les tournois de quartier. Les tournois de quartier, dans ces parties-là, après, ça n'avait pas une signification particulière, je pense, hein, parce que d'autres me disaient, parce que quand c'est Diego Pourri, ça veut dire que tu es tellement fort, que tu es gâté, tu es pourri, excusez-moi du terme comme ça. Bon, c'est comme ça, j'ai toujours pris la chose après, je sais pas. C'est Diego en référence à Diego Maradona, c'est cela? Voilà. D'accord, parce que vous étiez un excellent dribbleur. On va dire ça comme ça. Stéphane Sessegnon, si vous devez choisir entre l'équipe du Bénin de 2010 et celle de 2024 ou 2025, laquelle choisirez-vous? Honnêtement, en toute franchise, je choisirais celle de 2010. Quelles sont les raisons qui motivent ce choix? Parce que j'étais déjà là. J'étais encore là en 2010. Mais oui, parce que je pense qu'aussi en 2010, on avait quand même des joueurs qui étaient... je ne vais pas dire qu'on avait moins de jeunes, mais on avait des joueurs qui étaient... Qui étaient confirmés? Plus ou moins confirmés, on va dire. Même si ça n'en avait rien, le potentiel que cette équipe on va dire, qui va participer à la prochaine Coupe d'Afrique, ça n'en avait rien. Mais on ne pourra jamais choisir. Mais je préfère choisir là où j'étais et ce que j'ai vécu. Voilà, donc s'il y a un choix à faire, je pense que...
Quel est votre merveilleux souvenir avec la sélection nationale? Mon merveilleux souvenir, je dirais ma première sélection. En tout cas, ma première sélection, mon premier match officiel avec l'équipe nationale. Et votre plus mauvais souvenir, c'est lequel? Le plus mauvais, je dirais, l'élimination au Mali, contre le Mali. La CAN où on était, je crois, on avait pratiquement toutes les faveurs ou tous les pronostics, on dirait, on avait tout pour pouvoir se qualifier. Malheureusement, je pense que sur ce dernier match, on passe à côté complètement de cette qualification. Et j'avais vécu en plus ce jour du match un contexte particulier que je ne dirais pas. Donc ça m'a vraiment touché. Quand vous refaites le film, est-ce que vous trouvez une logique à cela, à cette élimination? Je pense qu'on est... Oui. Je pense que quand je me refais ce film, je pense qu'on était... Je ne dirais pas qu'on était confiant, mais je pense qu'il faut être confiant avant un match. Mais je pense qu'on n'avait pas pris la mesure de l'importance de ce match. Je pense qu'on s'était déjà dit, on a fait tous les calculs. Et je vais même vous dire, je pense qu'on partait au stade. On était à quoi, une demi-heure, 15 minutes du stade. Je crois qu'on suivait le match je crois que c'était le match du Burkina. Le match du Burkina. Et le contexte, c'était que si le Burkina faisait match nul, si je ne me trompe pas, même avant de jouer, on était déjà qualifié. Et donc là, on était déjà plongé dans le match du Burkina. Il fallait que le Togo ne gagne pas, pas plus de 5 buts d'écart. Ça, déjà, c'était le contexte du match du Burkina. Et là, malheureusement, je pense qu'il y avait... On était à la 80, je crois, 80e, si je ne me trompe pas. Et le match, je crois, on était qualifié jusqu'à la 80. Et malheureusement, je pense que là, le match il a basculé de l'autre côté. Bah non, on avait toujours encore nos cartes en main. Il fallait juste partir jouer ce match du Mali et ne pas encaisser plus de 3 buts, si je me rappelle encore bien. Mais malheureusement, le contexte a fait... donc je pense qu'après ce match, je me suis dit, mais comment pas avoir tout ça. Et à la fin, c'est tout ce qu'on ne devait pas faire, malheureusement, qui s'est produit. Il ne fallait pas encaisser 3 buts, il ne fallait pas que le Burkina gagne, mais au final, on a tout perdu, malheureusement. Comment est-ce que vous avez vécu émotionnellement ce moment? Attention, j'ai mal vécu. Ah ouais, mal vécu. Je pense qu'il n'y avait pas que moi, je pense que tous les joueurs et aussi même le staff, je pense que même après ce match, je pense que le lendemain, quand on rentrait, on revenait à Cotonou, je pense que même au réveil, personne ne s'est dit bonjour. On a mal vécu, c'était atroce. C'était atroce, je dirais. Franchement, il n'y a pas que moi, mais je pense que la plupart des joueurs qui étaient là aussi ont été touchés de cette notre qualification. Alors Stéphane, on voit aujourd'hui Michael Poté qui est directeur du développement du football à Coton FC. Ouais. Est-ce que c'est un rôle dans lequel vous vous retrouvez bien, par exemple, dans un club qui vous a révélé, notamment au Bénin, les Requins de l'Atlantique, pourquoi pas, ou dans un autre club du championnat national? Si on a la chance de pouvoir, qu'on a fini, qu'on a l'opportunité de pouvoir aussi apporter dans le pays, pourquoi pas? Donc Michael montre aussi cet exemple, donc je pense que j'espère que aussi d'autres joueurs vont pouvoir suivre. Stéphane, on est au thème de cet entretien. Qu'est-ce que vous avez à dire à vos fans, toutes ces personnes qui vous ont longtemps soutenu dans votre carrière, qui ne vous ont jamais lâché et qui aujourd'hui vous voient à la retraite? Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ceux-là et à tout le public sportif béninois? Tout d'abord, vous savez, je ne pourrais jamais autant les remercier. Je pense que, comme je l'ai dit, je ne l'avais pas annoncé officiellement, en tout cas à ma retraite. Donc je pense que c'est l'occasion de dire merci. Je pense que merci à toutes ces personnes, de près ou de loin, qui m'ont accompagné. Depuis mes débuts que je suis arrivé au Bénin, où j'ai eu la chance de vraiment m'épanouir sur le plan sportif et aussi sur le plan humain. Et je pense que c'est grâce aussi à toutes ces personnes et avoir eu la chance de jouer pour cette équipe nationale. Je pense que
D'autres, peut-être, ne s'en rendent pas compte, mais pour moi, personnellement, ça a été une grande fierté, une grande joie. Et ça, je ne sais pas, mais plus au-delà de la fierté, c'était quelque chose qui m'a vraiment touché. Vous êtes fier de votre carrière? Il faut être toujours fier de ce qu'on fait. Je suis toujours fier, je suis fier de ma carrière. Hormis ma carrière, je suis fier parce que c'est pas évident. On fait un métier où d'autres n'ont pas eu la chance peut-être de faire le quart de ce que nous on a pu faire. Même si on aurait pu encore faire mieux, mais déjà satisfaire de ce qu'on a pu apporter en termes de joie, en termes de déception. Malheureusement, il y en a eu des hauts et des bas dans la vie. Donc, et c'est que je suis toujours passionné du foot. Et je pense que ça a été aussi grâce à toutes ces personnes qui m'ont accompagné, qui m'ont soutenu, qui m'ont critiqué, qui ont fait comme ça, parce que ça fait partie de tout ça. Et aujourd'hui, comme j'ai dit, je n'aurai pas assez de mots pour leur dire merci. J'espère que je continuerai à apporter en tant qu'ancien joueur de l'équipe nationale, à apporter quelque chose, et même si ce n'est pas sur un terrain de foot, apporter toujours du plaisir à toutes ces personnes qui m'ont soutenu et à aussi apporter aussi quelque chose de bien à l'équipe nationale. Stéphane, merci beaucoup. Merci à vous. Et bonne suite à vous. Merci. C'était un plaisir. À l'instant donc, Stéphane Sesseignon qui a accepté de nous accorder cette interview exclusive. Bonjour le Bénin se poursuit tout de suite le forum de discussion. Au cœur des réflexions, un fléau qui traverse le temps et qui sape la créativité et l'économie culturelle, la piraterie des œuvres artistiques, écrivains, musiciens, artistes plasticiens, bref, tous sont confrontés à ce phénomène qui, malgré les efforts, continue de sévir. Mais l'espoir renaît, le gouvernement vient d'afficher une volonté manifeste de lutter contre le phénomène avec l'installation d'une commission nationale dédiée à la protection des droits d'auteur, une avancée majeure qui promet de redéfinir la lutte contre la piraterie, qu'elle soit physique ou numérique. Comment cette nouvelle instance compte-t-elle s'y prendre? Quelles stratégies seront déployées pour enfin garantir aux créateurs la pleine jouissance de leurs droits? Et comment les technologies modernes telles que les empreintes numériques, l'intelligence artificielle peuvent-elles devenir nos meilleures armes dans ce combat de longue haleine? Vous allez écouter les acteurs eux-mêmes, les premiers concernés sur la question. En plateau avec moi, Dr Florent Eustache Hesso, bonjour et bienvenue. Bonjour Madame Mega. Vous êtes journaliste culturel, écrivain et vous êtes dans cette commission, vous représentez les écrivains. Vous êtes dans le volet littérature. Absolument. En face de vous ce matin, Ghislain Fadoran, il est artiste plasticien. Il fait partie également de cette commission cataloguée dans la catégorie des arts plastiques. Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour. Alors, Dr Florent Rechou, dites-nous, pour la piraterie, c'est un fléau ancien. Pourquoi, selon vous, ça a été difficile de l'éradiquer au Bénin jusqu'à présent? Quels sont les facteurs qui l'ont rendu si résistante au temps? Merci à vous, Eman Amega. Je pense que les facteurs sont d'abord culturels et ensuite la proximité du Nigeria ne nous a pas rendu service dans ce domaine-là. Culturel parce que vous imaginez par exemple que moi je sors mon livre et qu'on donne un exposé aux élèves au lieu d'aller acheter l'ouvrage, ils photocopient. Tout simplement. Et les enseignants aussi contribuent, c'est-à-dire que quand on donne le livre dans l'aventure ambiguë de Cheikh Amilouka ou bien la secrétaire particulière de Jean Pliat, on ne pense pas qu'il faut acheter le livre et le lire. On prend 50 francs ou 100 francs, on photocopie juste les pages qu'on a envie d'exposer, et puis voilà, et c'est parti. Donc ça crée du tort à tout le monde, parce qu'imaginez, lorsqu'on doit sortir un ouvrage, l'auteur a réfléchi, il a souffert, et puis l'éditeur, et puis l'imprimeur, c'est beaucoup d'argent qu'on investit. Lorsqu'on va sur le plan de la musique, le producteur peut mettre des millions dans un produit et il suffit que le premier CD ou bien le premier numéro puisse sortir, le pirate va au Nigeria, il imprime 20 000 à 40 000 exemplaires qu'il vend à 500 francs pendant que l'auteur même vend à 1000 francs ou 2000. Donc la piraterie est là, c'est un virus pire que la Covid-19, pire que le sida. Et je pense que tant que ça va exister, les créateurs de l'esprit que nous sommes ne seront jamais heureux.
Alors, Ghislain Fanon, il y a eu l'installation de cette nouvelle commission qui marque une étape importante dans la lutte contre la piraterie au Bénin. Ça voudra dire que les autorités prennent le projet, pour ne pas dire le fléau, à bras-le-corps. Quelles sont les priorités immédiates selon vous pour inverser la tendance? Merci. Et dans l'urgence, actuellement, il faut mettre en place les brigades départementales qui doivent constituer les bras armés de cette commission dans cette lutte pour pouvoir mener des actions concrètes sur le terrain. Donc après la mise en place de ces brigades départementales, ils vont élaborer un plan d'action pour l'année, pour soit proposer des actions, identifier les poches de piraterie, que ce soit les magasins, les structures dont ils ont connaissance et qui contribuent à l'émergence, à la floraison de cette piraterie dans le département en question. Ils vont proposer des actions pour cerner ces différents acteurs qui nuent les biens artistiques et culturels, et ils vont soumettre leur plan d'action que la Commission nationale va valider pour leur donner de quoi opérer sur le terrain afin que de façon concrète cette lutte puisse prendre corps sur le terrain. Alors Florent, dites-nous, la sensibilisation, on sait que c'est une mission clé de la Commission. Comment est-ce que vous comptez toucher le grand public et faire comprendre les enjeux et les conséquences de la piraterie au-delà des discours institutionnels? Oui, je vais ajouter, le collègue a très bien abordé le débat, mais je vais aller à cet article 24 qui parle des attributions de notre commission. On dit que la commission doit conduire des réflexions prospectives sur la piraterie des œuvres littéraires et artistiques sous toutes ses formes, élaborer, mettre à jour et évaluer les politiques et stratégies nationales de lutte contre la piraterie, promouvoir des bonnes pratiques, etc. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que désormais, nous devons sensibiliser d'abord, parce que, comme j'ai dit, c'est culturel. On n'est pas gêné de photocopier des livres. On n'est pas gêné de prendre gratuitement. On n'est pas gêné de savoir que la culture, ce n'est pas du social. La culture, c'est de l'économie. Et vous et moi, nous avons une citation en commun qu'on va peut-être partager avant de quitter ce plateau. Mais avant cette citation, il est dit dans la Charte culturelle du Bénin que c'est dans et par la culture que se déroule la créativité, facteur essentiel de tout développement économique. On ne peut pas connaître le développement dans un pays sans la culture. Je prends l'exemple des États-Unis, c'est le cinéma. Je prends l'exemple de la Chine, etc. Mais nous, lorsque nous produisons, nous avons en place ce virus-là qui anéantit automatiquement les fruits de tout ça. Donc, on va sensibiliser, on ira sur le terrain, on ira voir même les tenanciers des boîtes de photocopie pour leur dire, écoutez, on ne peut pas tout photocopier. Regardez par exemple les livres de développement personnel, les livres de Bob Proctor, etc., que nous avons utilisés pour notre formation. On a acheté ces livres-là en France à 20 000, 25 000, mais dans la rue aujourd'hui, vous pouvez les acheter à 1000 francs. Vous pouvez acheter, réfléchir, devenir riche de Napoléon Hill à 1000 francs ou à 1500. C'est terrible. Ça, on le fait sur les acteurs étrangers et tout. Dans les rues aujourd'hui, lorsqu'un artiste sort son livre dans les feux tricolores, vous pouvez acheter le CD piraté à 1000 francs ou à 2000. Et pendant ce temps, les artistes souffrent. Donc nous devons sensibiliser et frapper. Et je dois vous dire également, parce que nous ne sommes pas là seulement en notre nom personnel, je dois vous parler rapidement des membres de la commission pour que vous puissiez comprendre que ce n'est pas que nous. Alors rapidement, le colonel Roger Tawes, que je salue, est membre de cette commission. Il représente le ministère en charge de la sécurité publique. Il y a le magistrat Camille Aristide Fadé, il représente le ministère de la Justice. Il y a M. Régis Ronté-Fédé, qui représente le ministère en charge du numérique. Il y a M. Maké Agbanté, qui représente le ministère chargé des Finances. Il y a Kofi Atede, qui est directeur de la Bibliothèque nationale, qui représente le ministère de la Culture. Il y a M. Guillaume Kodjo, qui représente le ministère du Tourisme. Moi, Florent Ressou, je représente les sociétaires de la littérature. M. Albert Bessambi, alias Bessi, que je salue, représente les musiciens. Il y a Komlan David Richeno, alias Caïman, qui représente
les comédiens, les dramaturges, il y a Ghislain Fadoran que vous avez devant vous qui représente les plasticiens, et puis le directeur général du Bureau béninois du droit d'auteur représente rapporteur de la commission quand le président de la commission sera élu pour que le travail soit fait. Donc, vous représentez, c'est tout le poumon, n'est-ce pas, de l'État qui se représente dans cette commission, parce que lorsque le travail sera bien fait, c'est des milliards qu'on rapporte à l'économie nationale. Alors, on parle aujourd'hui piratage numérique aussi. Comment est-ce que vous comptez mettre à contribution les plateformes numériques pour lutter contre le phénomène? Oui, déjà, il y a des avancées dans ce domaine à travers les technologies. Et au niveau de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, il y a des plateformes numériques, WIPO par exemple, qui permet de centraliser toutes les œuvres numérisées au niveau de la musique et autres sur le plan international. Et ces œuvres sont identifiées, sont codées et permettent de suivre l'œuvre sur le plan international pour qu'à chaque usage, à chaque exploitation de cette œuvre, qu'on puisse avoir directement des signaux qui puissent permettre au Bureau béninois des droits d'auteur de pouvoir rentrer en possession des redevances liées à cette exploitation de l'œuvre en question. Donc, les réformes qui ont été mises en œuvre au niveau de notre Bureau béninois des droits d'auteur ont pris en compte cette réalité et c'est déjà testé et que sera utilisé dans cette lutte actuellement pour pouvoir maîtriser l'exploitation numérique des œuvres au niveau sur le plan international et même national. Alors, Dr Florent Rechou, est-ce que les sanctions encourues par les contrefacteurs sont suffisamment dissuasives au Bénin ou faut-il corser davantage? Oui, il faut corser davantage parce que c'est un peu l'ignorance aussi, parce que lorsque je suis en terminale et qu'on me demande de faire un exposé sur les tresseurs de code et que mon papa m'a remis les sous et que bon, j'ai bouffé et je dois faire l'exposé avec mes camarades, on a photocopié nos pages. Vous avez fait l'aide modernement dans mes gars, vous savez de quoi je parle. C'est que je ne sais pas, je ne vois pas le mal que je fais à l'auteur. Lorsque Ghislain Fadoran sort son ouvrage et qu'on me donne un travail là-dessus et que le professeur même m'autorise à photocopier, on ne sait pas, donc il y aura un travail de sensibilisation, mais quand on va commencer par frapper, vous allez voir que les gens vont reculer forcément parce que lorsque la police est quelque part, la sagesse commence là. Et je crois que le ministre Abimbola, que je salue au passage, a dit qu'il va s'impliquer directement même dans cette bataille-là, et je crois que le Bénin va s'en sortir royalement. Alors, Ghislain Fadoran, en tant qu'artiste, d'accord, est-ce que vous avez déjà fait face donc allez, on va le dire ainsi, à de la contrefaçon? Bon, dans mon cas, je vais parler au nom de tous les artistes plasticiens, parce que c'est un cas particulier. Et la duplication des œuvres des artistes plasticiens est un peu sensible. Et chez nous, on appelle ça le plagiat, et que ça dénature l'œuvre déjà. Et ça cause aussi de tort comme tous les autres créateurs. Donc, au niveau des artistes plasticiens, lorsqu'on voit une reproduction de nos œuvres, quelque part, on envoie et c'est courant, hein, c'est courant. Et l'artiste crée son œuvre, mais après, il voit exactement son œuvre reproduite par peut-être un autre artiste ou bien par quelqu'un d'autre qui est passionné par cette œuvre, mais la reproduit simplement parce que ne sachant pas tous les retombées qu'il court derrière ce tas qu'il a commis. Donc c'est un fait courant dans toutes les disciplines artistiques, y compris les arts plastiques. Mais dans ce cas, comment on procède? Les artistes plasticiens souvent n'ont pas cette information, ne savent pas comment procéder, et c'est le moment de les sensibiliser, de les amener à comprendre et de les amener à savoir comment réclamer leurs droits dans ce fait-là. D'accord. Et donc, on sait que... Oui, allez-y. Oui, pour ne pas oublier, moi j'ai été personnellement victime de ça au Sénégal. Mon œuvre Mémoire d'écran a été pillée par l'un des plus grands groupes de rap sénégalais qui s'appelle Son Flavor.
ils ont tout simplement pillé pour sortir leur album le plus vendu. Et c'est ça qui m'a fait devenir sociétaire du Bibédra. Je n'ai pas eu gain de cause, mais ça m'a permis quand même de savoir que ce que nous faisons est important et que ça peut permettre à d'autres personnes de s'enrichir gratuitement. Ça ne fait rien. Alors, est-ce que les gens sur les réseaux sociaux, est-ce que le citoyen lambda comprend quand on parle de piraterie? Ghislain, vous permettez, je reçois mon collègue rapidement à votre place, Stanislas Oussalinkon. Nous avons adressé une question aux internautes. Quels sont, selon vous, les mécanismes qu'on peut mettre en place pour venir à bout de la piraterie des œuvres de nos artistes? Ils ont répondu. Ghislain, vous permettez, je récupère momentanément votre siège pour la lecture donc, des avis des internautes ici sur Bonjour le Bénin. C'est Stanislas Oussalinkon qui s'en occupe. Bonjour Stan. Bonjour Rodrigue Eman Amenga, bonjour à tous. Comment allez-vous? Très bien. Allez, on va y aller très rapidement avec les avis des internautes. Oui, les avis sont partagés sur la question et nous retrouvons tout de suite sur notre page Facebook Benilde Arigo qui affirme: pour lutter efficacement contre le piratage des œuvres de nos artistes, plusieurs mesures adaptées à notre contexte peuvent être envisagées. Il est essentiel que les lois sur la propriété intellectuelle soient non seulement renforcées, mais aussi et surtout appliquées. Le Bénin dispose déjà de tests, mais leur mise en œuvre reste timide. Il faut des sanctions dissuasives contre les pirates, ainsi qu'un appui fort des autorités judiciaires et policières. La création d'une brigade spécialisée de lutte contre le piratage au sein de la police républicaine est indispensable pour traquer les circuits illégaux de diffusion, partage non autorisé, WhatsApp, Telegram, etc. Jules Hassen Nouagovi écrit: Bonjour Bénin TV, pour lutter contre le piratage des œuvres d'artistes, plusieurs mesures peuvent être prises allant des mesures techniques aux sanctions légales. Il est important de protéger les droits d'auteur et de prévenir la diffusion non autorisée des œuvres. Apposer, par exemple, une signature visible sur les créations, même discrètes, peut dissuader les utilisations non autorisées et permettre de reconnaître l'auteur en cas de diffusion illégale. Publier aussi des versions de qualité inférieure ou de taille réduite plutôt que les fichiers haute définition pour limiter la diffusion non autorisée. Nascimento Tchekpo déclare qu'il serait vraiment difficile de prendre une mesure pour mettre fin au piratage car la technologie a évolué. De même, les gens qui font la piraterie évoluent aussi avec les mentalités. Donc, il faut juste punir sévèrement ceux qui le font pour qu'ils soient un exemple pour les autres. Merci beaucoup Stanislas Oussalinkon. Vous passez une excellente journée du lundi. Merci bien à vous. Allez Florent, j'en viens à vous pour finir. Quelles sont les premières actions tout de suite que vous comptez mener très bientôt là pour qu'on sache que la commission a commencé déjà par bosser? Écoutez, la commission va d'abord, ce que nous faisons ici, nous vous remercions de nous avoir invités. On a commencé à parler déjà de la commission. On va mettre sur pied les brigades départementales et puis nous n'allons pas dire ici nos stratégies, nous allons mettre sur pied un certain nombre de choses qui vont nous permettre d'atteindre nos objectifs. Le premier mandat dure 3 ans et je pense que dans les 3 ans, on pourra venir en compte ici de ce qui a été fait. Merci beaucoup Florent Ressou. Merci également à vous Ghislain Fanoran. Vous avez quelque chose à dire très rapidement? Non, je pourrais finir par dire simplement qu'avec la volonté manifeste du gouvernement actuel, nous avons un peu d'espoir que cette lutte ne sera pas vaine. Merci beaucoup. Vous passez une excellente journée du lundi et à très bientôt. Merci. Allez, bonjour le Bénin. Tout de suite, Blaise Adanko pour les sports. Derrière, on aura Marcel Arrossi pour la revue de presse. Sport matin sur Bonjour le Bénin. Et on démarre par la liste donc, de Gernot Willy Rohr, le sélectionneur des Guépards. Blaise, on connaît les Guépards convoqués pour le match amical face au Maroc. C'est une liste de 30 joueurs qu'a dévoilé en conférence de presse Gernot Rohr pour le match amical des Guépards contre les Lions de l'Atlas le 9 juin prochain. On compte dans cette liste de nouveaux visages: Gabriel Moulero, Rodolfo Aloko, Ramdan Karim, Rachidou Razak et Moussa Yahou, le meilleur buteur donc
de la Ligue de football, qui est un joueur de Panthère avec 19 buts. On note également le retour de Samson Akinola. Dans cette liste de 30 joueurs, on a 4 gardiens de but, 9 défenseurs, 10 milieux de terrain et 7 attaquants. Il faut dire que la plupart donc, des joueurs, ils sont donc attendus, les joueurs partis de ce lundi jusqu'au 2 juin et début donc des séances à partir donc de demain mardi. Allez, on s'intéresse à présent à la Coupe de la Confédération, la renaissance sportive de Berkane sur le toit de l'Afrique. Oui, 3e trophée en 6 ans pour la renaissance sportive de Berkane pour ce qui concerne la Coupe de la Confédération. Le club marocain, fort donc de son avantage 2-0 à l'aller, a donc assuré l'essentiel hier en obtenant un nul, un partout, un but. Le but du nul marqué dans les tout derniers instants donc, de cette rencontre pour aller remporter donc ce trophée, le 3e trophée en 6 ans pour le club marocain. Et cette célébration à la Messi du capitaine de la renaissance sportive de Berkane, Issoufou Dayo, ça nous rappelle, Blaise, un certain Lionel Messi, c'était à Doha, au Qatar. Une dernière information avant de boucler. Dernière information, on va parler de handball avec la 41e Coupe d'Afrique des clubs vainqueurs. Et chez les dames, on voit à l'image le club angolais, le Petro de Luanda, qui a donc battu le Al-Ahly 29-18 pour s'imposer. Trophée donc remporté par le Petro Atlético, donc le club angolais. Chez les hommes, c'est le Al-Ahly qui s'est donc imposé face aux Amalek. C'était une finale 100% égyptienne. Victoire donc du Al-Ahly 31-28. Merci Blaise Adanko pour ces informations livrées express sur Bonjour le Bénin. On se retrouve demain. Demain. Avec le même plaisir. Allez, on termine avec la revue de presse. Ça, c'est avec Marcel Arrossi. Marcel, sorti des évêques, l'Église s'engage pour la justice sociale. Gasquiani Info revient aujourd'hui avec force sur la session plénière ordinaire de la conférence épiscopale du Bénin, tenue du 21 au 23 mai 2025 au grand séminaire Monseigneur Louis Parizeau de Tianvedi. Le journal salue une rencontre stratégique présidée par Monseigneur Rungedi qui a placé la prière, la cohésion sociale et les enjeux électoraux au cœur des débats. Gasquiani Info révèle notamment une avancée majeure, la validation en janvier 2025 par la conférence épiscopale de Lazio en Italie de l'ouverture du procès de béatification du cardinal Bernardin Ganti. Le média souligne l'appel des évêques à une mobilisation spirituelle intense pour soutenir cette cause à travers une prière spéciale diffusée à l'échelle nationale. Sur le front social, le journal tire la sonnette d'alarme. Malgré les politiques publiques en cours, la pauvreté structurelle continue de miner la société béninoise. Gasquiani Info met en exergue la dénonciation des évêques qui fustigent l'indifférence face à la souffrance des plus vulnérables en République du Bénin et exhorte les autorités, les acteurs économiques et la société civile à bâtir une société plus juste et solidaire. Enfin, à l'horizon des élections de 2026, le quotidien relaie du moins avec insistance l'appel de la CEB, Conférence épiscopale du Bénin, à la paix, à la responsabilité politique et à la vigilance citoyenne. Et puis, présidentielle 2026, la presse du jour scrute les stratégies de l'opposition. Dans sa parution du jour, la presse du jour analyse les manœuvres au sein du parti Les Démocrates en vue de l'échéance électorale de 2026. Le quotidien évoque les figures pressenties pour porter les couleurs de l'opposition radicale, Nourenou Achadé, Eric Hundete et Kamel Ouassangari, tandis qu'Achadé incarne la ligne dure et Hundete l'expérience politique. Ouassangari, plus jeune, prône des primaires au sein du parti en vue de ces élections générales. Et puis la presse du jour souligne l'enjeu d'un choix stratégique pour Boni Yayi et son parti afin d'unifier les forces et maximiser les chances de victoire. Et puis pour Bénin Intelligent, le gouvernement prête une oreille attentive aux syndicats. À la une aujourd'hui, Bénin Intelligent met en lumière l'ouverture de la première session de concertation sociale de l'année
Le journal rapporte l'intervention du ministre d'État Blaise Biotchane qui a réaffirmé l'attachement du gouvernement au dialogue avec les partenaires sociaux. Bénin Intelligence souligne que cette rencontre réunit gouvernement, syndicats et patronat autour des défis persistants dans le monde du travail. Malgré les efforts notables depuis 2016, des revendications restent à satisfaire. Le journal évoque la volonté du gouvernement de maintenir un dialogue ouvert, structuré et constructif. Merci beaucoup à vous, Marcel Afrossi. C'est moi. On se retrouve demain. Avec le même plaisir. Et voilà qui va mettre un terme à la matinale. Bonjour le Bénin de ce lundi 26 mai 2025. Merci à toutes les équipes rédactionnelles et techniques réunies autour de Timothée Mouton. Retrouvons-nous demain, quand il sonnera très exactement 7h, 6h en temps universel. D'ici là, portez-vous très bien. Au revoir. Bon lundi, bonne semaine de travail à tous et à chacun. Paix et joie dans le monde. Salut.